Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo après-conf, vidéo aussi scouting et mercato. On va parler un peu de tout ça, vidéo qui va être peut-être assez fournie. Allez là, pour le gang de la poutre, allez là, elle vous regarde. Je suis assez inquiet quand même de l'essor que prend la secte de la poutre. Attention quand même à ne pas se faire choper par Pharos avec vos incantations sur le net. Laissez la poutre. Allez bien chez moi, je veux pas avoir de pèlerinage à la maison, soyez calme. Voilà, il faut la respecter, il faut respecter son lieu de repos éternel. Ça me fait rire, c'était assez sympa les commentaires. Allez là, elle vous aime, elle vous fait plein de bisous la poutre. D'ailleurs, il va falloir que je m'en occupe quand même, parce qu'à un moment donné, je crois que j'ai pas mis de traitement. Il va falloir que j'en mette un coup de teinture de traitement. Bref. C'est parti donc, on va parler de la conf de presse de Will Steele, on va déjà démarrer par le groupe. Les retours donc de Machado et de Jumaba. Alors Satriano, j'y viendrai après. Jumaba, protocole commotion terminée, donc il est OP à 100%. Machado, je mets un petit bémol parce que il est quand même assez cramé physiquement. Ça fait 2 ans qu'il a pas de backup, qu'il enchaîne les matchs comme un barbare entre l'équipe de Colombie et l'équipe de Lens, c'est très compliqué pour lui physiquement, surtout qu'en plus, pour l'instant, Chavez est toujours out, et voilà, le but était qu'il revienne face à Auxerre. Je pense qu'on a voulu aller trop vite sur lui, mal géré, et résultat, je suis pas sûr qu'il voie la fin de saison, pauvre malheureux, il reste 4 matchs. Je suis pas certain qu'il revienne avant la fin des 4 matchs, ça se pourrait, mais c'est un peu compliqué. Alors, Sotoka, il a un ischio qui siffle, mais apparemment il s'est entraîné aujourd'hui. À voir s'il est dans le groupe, est-ce qu'ils prendront le risque ou pas, parce que le problème de Sotoka, c'est que s'il se répète, à mon avis, il se répète pour un moment, il sera plus là. Donc peut-être s'il est dans le groupe, il sera pas titulaire, il sera sur le banc, il rentrera en fin de match, on verra bien, mais à un moment donné, il a 34 ans, son physique commence à lâcher, je pense qu'il faut être assez respectueux de son physique et pas aller forcer sur un joueur qui a vraiment du mal physiquement cette saison et qui a vraiment du mal tout court. Donc voilà, je pense qu'il y a des chances qu'il soit dans le groupe, mais pour moi, il démarrerait pas le match. Après, tout est possible dans le foot, mais moi, j'y crois moyen. Alors, Satriano, bien sûr, les absents de longue durée, c'est la Bolascari, Petric et puis donc Chavez. Pour Martin Satriano, j'ai vu l'article de Lensois.com. Pour moi, j'ai écouté la conf 2 fois. Il inclut pas forcément Satriano dans les absents. Pour moi, il parle des absents, les 3 absents, et il dit Satriano s'est entraîné full, donc ça veut dire entraînement complet. Et il a été coupé, mais ça c'était volontaire aujourd'hui. Donc c'est dans la gestion. Il l'a pas exclu du groupe, il a pas dit il ne sera pas dans le groupe. Je l'ai pas perçu comme ça. Pour moi, c'est 2 propos différents. Il a parlé des 3 absents de longue date et ensuite il a pris le cas Satriano à part. C'est possible qu'il soit dans le groupe ou alors il va rejoindre la N3 parce qu'à partir du moment où il fait les entraînements full, il a juste été coupé, mais ça, je pense que c'est une gestion stratégique. Je pense techniquement qu'il peut être dans le groupe pour aller à Auxerre, ou alors il sera à la disposition de la N3 pour ce match et il reviendra pour le match à Lyon. À mon avis, il y a un truc du genre. Donc pour moi, je pense que Satriano sera dans un des groupes, soit N3, soit Ligue 1. Mais en tout cas, je pense qu'il sera, il sera sur une feuille de match, en tout cas sur le banc d'une des feuilles de match pour ce week-end. Je l'espère personnellement, parce que pour moi, c'est un élément moteur de la saison prochaine. Moi, je suis sûr et certain qu'il peut faire des très bonnes choses, et puis ça permettra d'avoir une option qui tient la route aussi à droite. Si tu joues en 4-2-3-1, ça reste que mon avis. Mais voilà. Sotoka, j'en ai parlé. Alors la communication de Will Steele est assez intéressante, c'est une communication avec un peu plus de recul et je trouve de pincettes. Alors je vais revenir par rapport à l'actu, à la présence de Will Steele dans une émission, donc après le match face à Brest, il était présent dans une émission de Sky Sport. Moi je le dis sincèrement, je pense que c'est une mise en lumière pour le championnat anglais, voilà, parce qu'il aurait pu le faire 20 000 fois avant, surtout qu'en plus sa meuf elle travaille à Sky Sport, donc je veux dire... Il aurait pu largement être présent. C'est quand même pas anodin qu'ils viennent à partir de maintenant, dans cette période-là, se montrer ce qu'il fait en termes de tactique. C'était vraiment un CV un CV en direct live. En plus, il a pris vraiment une tactique d'avant le mercato, c'est-à-dire là où il pouvait faire des trucs qu'il avait envie de faire et qu'il fait plus actuellement. Faut clairement le dire. Les fameux doublons milieu de terrain.
piston ou latéraux, il ne les fait plus depuis qu'ils sont partis, Kuzanov et Danso. Après, pour moi, c'est une erreur. Hein. Il pourrait continuer à le faire. Pour moi, il est totalement à incriminer sur ce qui s'est passé depuis le retour du mercato d'hiver. Il a fait des choix qu'il n'aurait pas dû faire. Il avait d'autres choix à faire. Pour moi, il est responsable d'une perte de points quand même à hauteur de au moins 6 points. Sur les 4 défaites, il pouvait au moins faire 2 victoires. Pour moi, s'il avait fait des choix différents, pour moi, il s'est gouré. Voilà. Donc, cette fameuse émission, pour moi, c'est un CV en live. Et il est là, il est venu pour se montrer par rapport au championnat. D'ailleurs, bizarrement, dans la foulée, il y avait une info sur Norwich qui le surveille de près. Il n'est pas le seul club anglais, hein, pour avoir discuté avec des suiveurs, hein, des suiveurs des championnats anglais, que ce soit la Première Ligue ou le Championships. J'ai eu l'occasion de discuter avec un journaliste qui les suit de près. C'est pas les seuls clubs qui, Southampton et Norwich, qui s'intéressent aujourd'hui à Will Steele. Il a une sacrée cote en Angleterre. Son histoire est assez particulière par rapport au fait qu'il soit anglo-belge. Ça lui donne une espèce d'aura particulière. Et voilà, il a quand même une sacrée cote. Il n'a pas voulu partir en Angleterre l'année dernière, enfin, c'est-à-dire au mercato d'été dernier, parce que quand Lens est venu toquer à la porte, il s'est dit que c'était une marche à prendre d'office avant de partir en Angleterre. Maintenant, voilà, je ne sais pas ce qu'adviendra son avenir. Moi, personnellement, s'il reste, il reste. Je dis pas, j'ai jamais dit que c'était un mauvais coach. J'ai juste dit qu'il avait fait des mauvais choix depuis un certain temps et je l'attendrai au tournant. Je pense qu'il n'aura pas beaucoup le droit à l'erreur. Et je pense qu'il n'y aura pas de choix entre Lopez et lui, puisque dans sa com, il a dit que Lopez s'occupait du mercato. Donc il a validé la présence de Lopez l'année prochaine dans l'organigramme et dans la direction sportive. Donc je pense que je les attendrai tous les deux au tournant. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que ça soit Will Steele s'y reste et Diego Lopez s'y reste, je les attends tous les deux au tournant sur le mercato estival et sur ce que va être l'équipe et comment va être animée l'équipe sur le terrain. Donc là-dessus, moi, je suis pas dans il faut qu'ils partent. Il y en a qui disent ça, moi je suis pas dans cet état d'esprit-là. Par contre, voilà, je pense clairement que si un club anglais met la somme qu'il faut, il partira en Angleterre. Voilà, ça c'est mon avis. Après, il fait une com light, hein, il a fait la même à Reims. Mais voilà, aujourd'hui, en discutant avec le journaliste en question, il m'a clairement fait comprendre qu'il y avait un bal des prétendants Championship, Première Ligue. Alors, Première Ligue, c'est milieu de tableau, bas de tableau, et puis Championship, c'est des équipes qui veulent monter en Première Ligue. Quand même pas assez étoffé, quoi. Il n'y a pas que 2 clubs. Voilà. Mais sa com était intéressante là. Donc j'ai fait une longue transition par rapport à la conférence de presse. Il parle clairement du fait que j'ai quand même l'impression que des fois les questions sont un peu travaillées avant parce que je trouve que les questions du journaliste qui disent les nombres de points est pas mal, l'équipe a montré de bonnes choses, machin. Je trouve que c'est assez travaillé. Enfin bref, après je suis pas complot, mais j'ai l'impression quand même que c'est assez orienté et sa réponse était quand même assez structurée. Et je trouve, j'avais l'impression quand même qu'il avait travaillé sa réponse, quoi. Parce que dans sa com, il explique que bah ouais, on a perdu des joueurs, mais il reste des bonnes choses dans le vestiaire, etc. Chose qu'il a clairement pas exprimée depuis des mois avant. C'est-à-dire depuis janvier, on a perdu des éléments, c'est pas moi qui décide, je suis tributaire des décisions du club, mais je les accepte. On n'était clairement pas dans une com où il disait il y a de la qualité sur le banc, il y a de la qualité dans l'équipe qui reste encore, on a encore des bons éléments. C'est la première fois qu'il le dit depuis plus de 3 mois. Donc on voit un changement de communication. Est-ce qu'il a été un petit peu remis à sa place? C'est une possibilité. Est-ce qu'il prépare l'option soit je pars en Angleterre, soit je reste à Lens? Mais si je reste à Lens, il faut que je fasse carpette un peu. C'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, voilà, dans son discours, il est beaucoup moins négatif sur l'après-mercato hivernal qu'il y a quelques semaines. Est-ce qu'il réalise que les joueurs recrutés sont pas si mauvais que ça? C'est une possibilité aussi, parce que quand on voit le match de Koyalipou, on peut quand même dire que c'est pas une recrue dégueulasse à 3 millions. Il y a quand même des choses à faire avec ce joueur. Djoumaba, je pense qu'il aurait dû l'aligner bien avant. Selic, à voir, on le verra l'année prochaine, à moins qu'il soit prêté. Mais enfin, s'il est prêté, c'est n'importe quoi. C'est un aveu d'impuissance, parce que franchement, faudrait quand même le voir sur le terrain pour le juger, ce gamin-là. Donc, faudra quand même attendre la prépa pour voir s'il tient la route ou pas, le gamin. Mais en tout cas, voilà, je trouve, moi, que cette com, elle a été un petit peu plus, on va dire, pondérée et moins dans la défensive que d'habitude. Alors, par rapport au match à Auxerre, pour lui, c'est un match clé, c'est-à-dire que s'il gagne face à Auxerre,
il a 3 finales pour rêver d'Europe, c'est-à-dire que si tu gagnes face à Auxerre, il y a quand même certaines confrontations directes. Il y a Nice face au PSG, Lyon face à Rennes. Après, c'est Brest face à qui? Je sais plus. Brest, je sais plus qui joue Brest. Ou c'est Lyon-Brest? Je sais plus. Enfin bref. Vous me direz dans les commentaires, mais bref, il y a des confrontations directes dans la prochaine journée. Pour moi, je pense que l'avenir à court terme de championnat se joue dimanche face à Auxerre. Si tu gagnes face à Auxerre, t'es à 48 points. T'es à 3 points des 51 points. Il y a des équipes qui resteront à 51, 52 points. Parce que pour moi, ils sont tous à peu près au même nombre de points. Donc il y a des équipes qui gagneront, il y aura des matchs nuls. Donc tu reviendras au moins à 4 points de l'Europe, voire 3 points de l'Europe, puisque c'est 5, 6, 7 qui sont devant nous, on est 8e. Donc ce match est capital pour la suite à très court terme de la saison. Donc je trouve que là-dessus, sa manière de voir les choses, elle est simple. Maintenant, c'est vrai que quand il dit ouais, quand on perd, on joue plus rien. Enfin, c'est pas forcément ça qu'on dit. C'est surtout que vu le niveau, quand tu perds le niveau de ton équipe, bah, c'est clair que tu peux pas espérer grand chose. Je pense que c'est surtout dans ce sens-là critique. C'est pas forcément le fait que tu perds le match, tout est perdu. C'est surtout que tu le perds en étant dégueulasse. Là, tu gagnes face à Brest, il y avait des bonnes choses. Mais moi, quand j'entends Will Steele dire que face à Reims, il y avait des bonnes choses, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il soit réaliste. Il y a eu des bonnes choses au moment où il a fait les coachings, il les a fait trop tard, etc. Il a sorti des mauvais joueurs. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à sortir de Reims, ça a été dégueulasse, et que face à Brest, la première mi-temps est plutôt intéressante. La deuxième, elle est indigne d'une équipe à 11 contre 10, surtout quand elle s'appelle Lens. Donc, faut quand même modérer. C'est beaucoup de la méthode Coué dans sa com, et ça, c'est depuis un moment. Mais moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je trouve que les deux matchs sont quand même assez piètres et qu'on attend beaucoup plus aujourd'hui face à Auxerre avec le retour de Djoumaba et de Machado que ce qu'on a vu face à Reims et face à Brest. Voilà. Après, au final, tu fais 3 points en 2 matchs, mais enfin voilà, t'aurais dû faire plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je trouve que là-dessus, la com, elle est pas forcément hyper juste. Voilà. Par rapport à Aguilar, voilà, parce que là, après le reste, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la conf. Par rapport à Aguilar, alors, Aguilar a clairement explicité officiellement qu'il souhaitait prolonger à Lens. Alors, pour la petite histoire, il était quand même assez proche d'un retour à Montpellier cet hiver. Le gros bourbier montpelliérain l'a fortement refroidi, surtout l'absence de projet à court terme et surtout le fait que le club, on sait même pas s'il va aller en Ligue 2. Il y a peut-être une possibilité qu'il soit sanctionné très lourdement et qu'il se retrouve en national. Donc il a quand même très fortement écarté cette solution-là et bon, il n'avait pas forcément d'autres optiques et le plus sécurisant pour lui, c'est de prolonger à Lens, il l'explique officiellement. Maintenant, pour être sincère avec vous, il y avait 2 joueurs qui pour moi méritaient le plus de prolonger, même si j'étais pas fan des prolongations de mecs à 110 000 cas, mais si c'est lissé sur 2 ou 3 saisons, c'est viable, c'est Gradit et Aguilar. Le reste, il faut pas. Le reste, pour moi, c'est des erreurs. Et même s'il prolonge, je ne dirais la même chose, c'est une erreur. Prolonger Saïd, Fujini ou Sotoka, pour moi, ce sont des erreurs sportives. Prolonger Grady et Aguilar, c'est pas déconnant. Aguilar a même été très intelligent, il est pas bête Aguilar, hein. Il est comme Thomasson, ils ont tous les deux des cerveaux. Lui, s'il prolonge, c'est dans le cadre de préparer le terrain à Pouilly, clairement. Tu mets Aguilar Pouilly, t'es pas forcément obligé t'es pas obligé, moi personnellement, je pense que t'es pas obligé de recruter un titulaire à ce poste-là. Tu peux faire la saison avec Pouilly et Aguilar. Ce qui veut dire que tu ferais pas venir de latéral droit au mercato d'été, ce qui pour moi me semble plutôt intelligent. Parce que si tu fais venir un titulaire, ben quid d'Aguilar, clairement, parce que ça veut dire que Pouilly, tu le reprêtes. Moi, je suis pas certain que prêter Pouilly, ça soit une bonne chose. Je pense qu'il faut l'intégrer dans la Ruta. Donc si tu prolonges Aguilar, tu recrutes pas de latéral droit. Il y a déjà une partie mercato qui est pas à faire. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que là-dessus, il est très intelligent parce qu'il parle de prolonger pour passer le témoin. Après, dans la mentalité, moi je trouve qu'il a jamais triché, ce mec-là, même et d'ailleurs il est plutôt très honnête parce que pour lui il a fait une énorme erreur en se faisant pas opérer, il l'a clairement dit officiellement en conférence de presse, c'est tout à son honneur.
Là-dessus, dans la manière de faire, Aguilar est très propre. Parce qu'en plus, il a été mis de côté au début de la saison. Will Steele comptait pas sur lui. Il a toujours été propre, clair et comment dire, pro dans son comportement. Donc sincèrement, voilà. Pour moi, ça serait mérité qu'il prolonge. Voilà. Donc la nouvelle, c'est ça, c'est qu'il a mis un gros, voilà. Et puis il a clairement dit que c'était en cours de parlementation. Ça se dit pas, mais en cours de discussion, pardon, entre lui et le club. Moi, je pense pas qu'ils vont prolonger les autres. Hein. Pour moi, si tu fais 2 prolongations de contrat, les autres, tu les prolonges pas. Alors, ça se peut que Sotoka soit prolongé. Mais dans ces cas-là, c'est parce qu'il est invendable et qu'il faut lisser son salaire. Mais pour moi, il a aucun avenir dans le 11 de départ, Sotoka. Et pour moi, si tu prolonges Aguilar et Gradit et que Thomasson vient à prolonger, c'est les 3 que tu prolonges et après t'arrêtes, quoi. Parce que pour moi, prolonger Thomasson est pas dégueu au vu de la saison qu'il fait. S'il fait une deuxième saison de ce niveau-là, ça sera très bien. Parce qu'il était en perdition la saison dernière. Là, il est très bien. Donc voilà. Pour moi, les 3 à prolonger, s'il fallait prolonger des anciens, c'est Thomasson, Grady et Aguilar. Le reste, faut pas les prolonger. Voilà. Et je le répéterai parce qu'après, vous viendrez me faire caca sur la tête si je viens à dire que c'est une bonne chose de prolonger Sotoka, mais je ne le dirai jamais comme Fujini et Saïd. Pour moi, ces 3-là doivent quitter le club à l'été prochain. Voilà. Voilà. C'est dit. Et je ne m'arrêterai pas là-dessus. Je vous le dirai vraiment. Voilà un peu pour la conf de presse. On va parler mercato. Alors, il y a eu deux, trois petites infos qui sont circulées. Enfin, surtout une, le latéral d'Ajaccio, latéral gauche, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous me direz dans les commentaires. J'aurais dit Abdoulaye Kanté, mais je suis pas sûr du tout du truc. Je sais plus son nom. Enfin, je le connaissais même pas. Qui fait une très bonne saison à Ajaccio, serait sur les tablettes du club. Latéral gauche, assez rapide. Capable de jouer et piston et latéral, parce que pour moi c'est 2 postes différents, hein, piston et latéral. Hein. Je vous le dis, alors il y en a certains qui me disent que c'est pas vrai, mais pour moi le latéral il a un milieu de terrain ou un ailier devant lui, le piston il fait tout le couloir. Voilà, pour moi c'est ça la différence. Quand t'as un piston, t'as pas d'ailier. Voilà. Quand t'as un piston, t'as pas d'ailier. Si tu joues en 3-4-3, pour moi tu joues pas avec des ailiers, parce que ça sert à rien d'avoir des pistons. Voilà. Voilà. Pour moi, le piston, il couvre toute la partie offensive et défensive du couloir. Le latéral, il a une partie défensive, il peut monter, mais son boulot, c'est de défendre entre la ligne médiane et les buts, et d'aider le milieu de terrain excentré ou l'ailier offensif à combiner pour créer un surnombre. Mais pour moi, un latéral, il est défensif, un piston, il fait les deux, il fait offensif et défensif. Le fameux jeune, il a 20 ans, je crois. Il est burkinabé, je crois. Si je dis pas de conneries. Il a eu sa sélection burkinabé, je crois. Et il est plutôt intéressant en passe décisive et en but. Et c'est un très bon défenseur. Pour moi, c'est pas déconnant. Surtout si Machado s'en va, qu'il n'est pas prolongé. Parce qu'il y a aussi Machado à prolonger. Donc pour moi, c'est plutôt une chose intéressante. Un gamin de 20 ans qui s'impose en Ligue 2, pour moi, c'est tout sauf anodin. C'est qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 1. Alors, on parle pas de Guy Lavogui qui a 25 ans et qui fait une saison intéressante en Ligue 2. Là, on parle d'un gamin de 20 ans qui s'impose en Ligue 2. Ça veut dire qu'il a le niveau. C'est pour ça que que ça soit Bermond ou Gagnou, qui sont plutôt imposés en Ligue 2, puisqu'ils sont régulièrement titulaires avec Annecy, pour moi, ils ont le niveau pour passer le palier au-dessus. Donc, pour moi, ils doivent intégrer le groupe pro. Bon, je vous en ai déjà parlé, c'est ce qui est prévu, et puis il y aurait un prêt d'Antonio, Gagnou reviendrait via une magouille Padova-Lens. Pour moi, c'est ça qui est prévu dans le projet Gaillette, c'est de faire revenir Bermond en ailier gauche, et puis Gagnou dans la rota à droite avec Grady. Voilà un peu, surtout qu'en plus Gagnou a joué piston, donc il est capable de jouer et latéral et défenseur axial droit. Donc franchement, c'est très intéressant de reprendre Gagnou. Voilà, petit aparté sur le projet Gaillette. Donc voilà, le petit latéral d'Ajaccio, vous me direz dans les commentaires, mais j'aurais bien dit que c'était Abdoulaye Kanté, mais j'ai un gros doute. Je crois pas que c'est ça, mais bon, c'est pas grave. Ça tombe, c'est absolument pas ça son nom, mais bon, je m'en rappelle plus. Et je l'ai oublié de le noter, donc voilà, je passe pour un con. Désolé les gars. Ensuite, alors, dans les rumeurs, on va dire un peu mercato, je vais parler surtout de rumeurs... alors, il n'y a pas d'approche concrète, mais c'est quand même du suivi très soutenu.
Alors, ce suivi très soutenu, il est lié à un projet qui est un projet d'amener du sang d'expérience au club, vraiment orienté Ligue 1. Alors, il y a plusieurs noms qui circulent, et surtout de joueurs qui ont été très observés cette saison. C'est C'est Djoubal. Voilà. Djoubal, le défenseur axial gauche d'Auxerre, qui est très surveillé par le club. Alors, le projet de Djoubal, c'est de retourner au Brésil, mais d'après les retours de supporters auxerrois avec qui j'ai discuté et de suiveurs du club d'Auxerre, s'il a un projet intéressant en Ligue 1, il serait pas insensible. Maintenant, le retour au Brésil de Djoubal, il est aussi lié au fait que il a très mal vécu, enfin personnellement, le fait de ne pas avoir franchi l'étape Auxerre en Ligue 1, c'est-à-dire d'avoir été dans un club un peu plus au-dessus, et pour moi, il le mérite. Il fait une très bonne saison avec Auxerre, il a été très bon en Ligue 2 aussi quand ils sont redescendus. C'est un mec plutôt stable mentalement parce qu'il a vraiment suivi le club d'Auxerre. Non pas qu'il n'avait pas d'opportunité, mais qu'il a préféré suivre Auxerre que d'aller dans des clubs un peu trop bas en Ligue 1. Son regret, c'est qu'il y a un gros club de Ligue 1 qui ne l'ait pas suivi. Mais en tout cas, voilà, Lens le suit de très près et pourrait passer à l'action et voir un peu la décision du club par rapport à ça. Donc voilà, très surveillé. Un autre joueur très surveillé aussi, alors je l'ai déjà dit, c'est Gaëtan Perrin. Hein, ça, c'est la rumeur, elle continue. Hein. À Auxerre, clairement, on sait que Lens, ils ont voulu le faire cet hiver, ils vont retenter cet été. Il aura peut-être d'autres opportunités, mais en tout cas, le projet lensois l'intéresse fortement. Un autre joueur de Ligue 1 d'un club de bas de tableau qui intéresse aussi Lens un petit peu, qui le suivent depuis un moment, c'est Abdoulaye Touré. C'est l'ancien milieu de terrain de Nantes qui fait une saison somme toute très correcte avec le Havre, même si le club est en difficulté. Milieu de terrain très puissant, très grand, qui a franchi un cap, je trouve, cette saison. Moi, j'ai regardé pas mal de matchs, je le trouve vraiment intéressant. Techniquement, dans la récupération, il est assez puissant. Bon, après, il n'est pas parfait, mais en tout cas, comme élément d'expérience capable d'être un pilier de vestiaire et d'avoir une aura sur le vestiaire, c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve que franchement, ces rumeurs-là, ces informations-là de suivi très près de ce type de joueurs assez expérimentés me plaisent. Voilà. J'ai pas de retour autre que ces trois noms-là, mais en tout cas, c'est vachement intéressant pour moi, pour le mercato estival. Moi, je valide ces profils, hein, clairement. Ensuite, je vais parler d'autres profils qui sont fortement suivis dans le poste d'attaquant. Le premier, tout le monde le connaît, si on suit la Ligue 1, c'est Esteban Le Paul, 25 ans Angers, 7 buts cette saison, qui a fait une saison vraiment intéressante. Il y a une valeur estimée aux environs de 6 millions d'euros. Clairement, c'est une super plus-value pour Angers. Ils le garderont pas, hein, c'est certain. Lens le suit très près depuis le début de la saison. Il y a d'autres clubs, hein, clairement. Brest, s'ils se qualifient en Europe, ils tenteront le coup. Rennes également, je crois, est dessus, d'après ce qu'on m'a expliqué. Après, quand je parle un petit peu, il y a des retours de supporters ou de suiveurs d'autres clubs qui viennent me voir. Et Esteban Le Paul serait suivi aussi par Rennes. Voilà, il y a 2-3 clubs un peu de haut de tableau qui le regarderaient de près, mais Lens s'activerait très fort pour essayer de le séduire. Voilà, ils ont un petit temps d'avance d'après ce qu'on m'a dit. Voilà, après, à suivre. En tout cas, voilà. Il fait 24 matchs chez de but, c'est vraiment propre. Et puis moi, j'aime beaucoup ces matchs. C'est un bon remiseur. Dans le jeu collectif, il y a peut-être quelques lacunes, mais ça peut grandement se travailler. Il a 24 ans, il n'est pas vieux, mais par contre, c'est un sacré buteur. Hein. Il est capable de faire de bonnes choses avec un effectif qui tient la route derrière lui. Ça peut le faire. Le deuxième joueur, j'en ai déjà parlé l'été dernier, c'est Kevin Kelsey, l'attaquant vénézuélien, 20 ans. Alors, je sais qu'on va me répondre ça dans les commentaires, mais je le dis tout de suite, il a été acheté cet hiver par Portland, je crois que c'était, je sais plus combien, 3-4 millions d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus, je ne sais plus, 6 millions, je sais plus. Enfin bref, alors il était prêté par le Shakhtar Donetsk avec une option d'achat, ils l'ont levé cet hiver, mais il est toujours très suivi par le club. D'ailleurs, pour la petite histoire, parce que j'y viendrai après, il faisait partie des joueurs qui ont été observés par Jean-Louis Léca et certains des membres de la cellule de recrutement, parce que Jean-Louis Léca, il se promène à travers le monde, mais pas pour faire des voyages, hein, clairement, les briques qui courent. Et surtout, ça m'a été confirmé par plusieurs personnes. Il n'est pas allé aux États-Unis pour aller voir la Statue de la Liberté. Il a clairement été pour du boulot, donc il a été supervisé des joueurs. Je vais en parler après dans la partie scouting. Kevin Kelsey en fait partie.
9 matchs de MLS, 3 buts, une passe décisive. Il est quand même assez en forme. Pour moi, une attaque de lance à 7-8 millions d'euros, je pense que Portland cracherait pas dessus. Après, je pense pas que le club veuille le lâcher dès cet été, mais si le club arrive à faire les choses bien, ça peut faire partie des recrues. C'est un avançant pur, hein. C'est un vrai attaquant, mais il est quand même très intéressant. Il est capable de faire des passes, il est très technique. Vraiment, il est intéressant, Kevin Kelsey. Voilà, pour moi, c'est un joueur qui est très observé par le club. Il y en a eu d'autres, hein. Buxa a été très observé pendant les 2 saisons qu'il a eu en MLS. Résultat, il a été acheté dans la foulée. Ça pourrait faire la même chose avec Kelsey, on verra à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, il fait partie des têtes d'affiche en attaque. Pour moi, de ce qu'on m'a dit, il ferait partie des joueurs qui sont sur le haut de la pile en termes d'attaquants. Un dernier joueur dont le nom revient beaucoup et qui a été vraiment très observé. Alors ça, par contre, c'est pas forcément par Jean-Louis Leca, mais c'est par la cellule Diego Lopez. C'est Agustín Alvarez, le joueur de Lecce. Alors, il est en Ligue 2, en Liga 2. Il est prêté à Lecce par Sassuolo. Attaquant uruguayen, 23 ans. 32 matchs. 32 matchs. Pour 8 buts et 2 passes décisives. C'est plutôt très intéressant. Attaquant très technique, capable de jouer avant-centre, mais aussi un peu sur un côté, très technique, une bonne vista, une capacité de la mettre au fond assez incroyable. Je suis pas certain qu'il reste à Lecce, je suis pas certain non plus que Sassuolo le garde pour l'année prochaine, mais en tout cas, voilà, Lens le suit de très près, ça peut être un dossier intéressant pour eux, parce qu'ils peuvent réussir à le monnayer vis-à-vis de Sassuolo, et de le faire signer. En tout cas, voilà. C'est un 9,5, il est capable de jouer attaquant et 9,5, c'est très intéressant. Voilà. Il est quand même bien surveillé par le club, à suivre, mais en tout cas, voilà, c'est un attaquant qui plaît beaucoup à Diego Lopez, qui a pas mal de connexions en Espagne et qui, du coup, l'aime bien. Voilà, il fait partie, avec les 2 autres noms que j'ai cités, des attaquants qui seraient sur le dessus de la pile. On parle bien sûr avec des guillemets, mais en tout cas, voilà, fait partie des joueurs très suivis. On va passer en scouting. Donc, comme je l'ai expliqué, Jean-Louis Leca se promène à travers le monde. Il a été à la Roma, j'en sais rien pourquoi. Est-ce que c'est pour faire du paddle avec J. Solfi ou pour discuter du futur de Medina, qui aime beaucoup Rome et qui y va très souvent. Donc, je serais pas étonné qu'il a été déjà discuté de l'avenir de Medina, parce que je pense qu'il va partir. Ils arriveront pas à le prolonger. Je pense qu'il a fait le tour, il a 25 ans. Je pense que sincèrement, 25 ou 20, presque 26, je crois, Medina. Je pense que sincèrement, il a fait le tour. Même si j'aimerais qu'il reste, ça va être très compliqué. Après, s'ils arrivent à le prolonger, ça serait orgasmique. Mais j'y crois moyen. Est-ce qu'il est parti à la Roma pour faire un tour, discuter de l'avenir de Medina avec le club de la Louve, sûrement. Est-ce qu'il est passé dire bonjour à J. Solfi tout en allant faire un petit clin d'œil à Sassuolo pour essayer de discuter d'Agustín Alvarez? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il voyage pas pour les couilles du pape, il voyage pour du pro, et il est allé aux États-Unis pour faire un petit tour de la MLS. Les retours que j'en ai, voilà, moi j'ai absolument confiance en la personne qui me les a donnés, parce que c'est quelqu'un du métier et qui, voilà, et qui est vraiment assez bien renseigné sur ce qu'est l'univers du scouting. Ce qui a été fait en MLS, c'est la surveillance de très jeunes prospects. Alors c'est assez étonnant, clairement, quand j'en ai discuté, c'est assez étonnant, parce que c'est vrai que le mercato est vraiment orienté expérience cet été, et je suis assez surpris qu'on aille chercher voir du prospect en MLS, mais c'est des prospects qui coûtent pas cher et qui apparemment pourraient être très intéressants dans un objectif de trading en Ligue 1. Et du coup, voilà, pour ce qu'il en est par rapport à mon camarade. Alors, il n'est pas le seul, parce que j'ai eu 3 sources distinctes, un peu univers scouting, qui m'ont dit la même chose, et les noms, des 3 sources, les noms que je vais citer sont revenus des 3 sources. Donc pour moi, je les valide totalement dans le fait qu'ils soient suivis. Hein. Je parle pas de mercato, là, on parle du scouting. Hein. On n'est pas dans des signatures de contrats, dans des offres. Hein. Je préfère le dire pour ceux qui ne suivent pas les vidéos. Quand je parle mercato, quand je dis mercato, c'est que c'est clairement suivi et que ça fait partie des options crédibles. Il n'y a pas d'offres, etc. Quand je parle de scouting, je parle de suivi. Hein. On n'est pas dans du contrat ou dans des joueurs sur lesquels le club va bouger tout de suite, mais ça donne une orientation.
Parce que vous savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, il y a des branquignoles qui s'amusent à dire que je sors 20 000 noms et qu'il n'y a jamais personne qui signe. Mais c'est logique, puisque je parle de scouting, et que donc, les joueurs sont pas susceptibles de signer, mais sont susceptibles d'être suivis. Après, il peut y avoir une attaque du club, mais c'est pas absolument pas le discours et le propos dans ce que je vais parler là. Là, je parle de joueurs suivis par le club, et c'est vrai que c'est étonnant par rapport à leur profil, mais en tout cas, voilà, c'est des profils très jeunes, très prospects. Alors le premier, c'est Alexander Aravena, 22 ans. Alors lui, pour la petite histoire, il n'est pas en MLS, d'accord, mais il y a une partie du cheptel recrutement qui est allé se balader Sud-Amérique. Lui, il travaille, c'est son métier d'être footballeur, mais il joue à Grêmio. Alors, il a été recruté par le Grêmio la saison dernière, je crois, du club de Católica, donc c'est championnat chilien. C'est un joueur qui n'a pas encore vraiment montré son potentiel avec le Grêmio, mais enfin pour 76 matchs de championnat du Chili, après faut voir le niveau du championnat, mais enfin les championnats sud-américains sont quand même assez compétitifs. C'est 27 buts et 10 passes décisives pour 67 matchs. Ouais, sincèrement, ça fait presque un but tous les 3 matchs. C'est des stats qui sont pas dégueux. Hein. Alors Aravena, c'est plutôt un ailier. Hein, c'est un ailier et il est plutôt intéressant. Pour l'instant, il n'a pas montré grand-chose avec le Grêmio, mais il fait partie des joueurs suivis, scoutés. J'en avais déjà parlé d'Aravena, il est suivi depuis un petit moment. Le deuxième joueur qui est made in sud-américain, championnat sud-américain, c'est Thiago Borbas, le joueur du Red Bull Bragantino. J'en avais déjà parlé du Red Bull Bragantino, je crois que c'est Chavez qui en vient. En tout cas, lui, il est suivi aussi par le club en mode scouting. Faut savoir aussi que Diego Lopez a pas mal de relations avec Red Bull. Clairement, avec qui il partage pas mal de données scouting, etc., d'après ce que j'ai eu comme retour. Donc c'est pas anodin qu'ils aillent fouiller dans les clubs satellites de la galaxie Red Bull. En tout cas, Thiago Borbas, c'est un attaquant ailier droit uruguayen. Avec le Red Bull, il a fait 114 matchs pour 25 buts et 5 passes décisives. Euh, et euh, je ne sais plus pour quel club il a joué lui. Il a joué avec un autre club où il a fait 95 matchs, 29 buts et 15 passes décisives. Il a 23 ans. C'est quand même un joueur assez complet. Voilà, j'étais en train de chercher dans mes machins, mais je sais plus. Je sais plus le club. Je crois que c'est Republica, mais je suis pas sûr du club. Je vais pas dire de conneries. En tout cas, voilà. Depuis qu'il est au Red Bull Bragantino, il a quand même des stats plutôt propres. Hein. Même s'il a déjà joué plus de 100 matchs, ça fait 3 saisons qu'il est là-bas à peu près. 24 buts et 5 passes décisives, c'est pas énorme, mais bon, 29 buts et 15 passes décisives sur le club d'avant, c'est plutôt propre aussi. Ça reste un élément très très intéressant au niveau des réalisations et de la capacité technique, et il est quand même pas mal suivi par le club. Maintenant, c'est reste que du suivi. À voir la suite, je pense que ça fait partie d'une liste de joueurs surveillés d'assez régulièrement par le club. Là, je vais vous parler des scootings de MLS qui ont été réalisés lors du séjour américain de la cellule de recrutement et de Jean-Louis Léca. C'est les retours que j'en ai en tout cas. Ils étaient présents au même moment que les personnes qui m'ont donné les noms. Le premier, c'est Julian Fernandez, qui est un ailier droit argentin, 21 ans. Il est à New York City, 9 matchs. 1 but, 2 passes décisives, parce que la saison de l'MLS a redémarré depuis peu. Ailier très virevoltant, très rapide, technique, très intéressant, très puncher. Donc c'est vachement intéressant. Moi, les retours de scouting, c'est que c'est vraiment un joueur qui pourrait aller en Europe la saison prochaine parce qu'il a les armes pour pouvoir montrer des choses. Le deuxième joueur qui a été ciblé, j'ai 2 noms, j'allais dire 3 noms, mais non, c'est 2. Les autres noms, c'est pas vraiment MLS, c'était championnat sud-américain. Mais voilà, il y a 2 noms qui sont sortis des 3 sources que j'ai eues, d'un autre joueur qui a été suivi, c'est Nathan Ordaz. Alors lui, il est salvadorien,
c'est un pareil attaquant, et lui, il est plutôt ailier gauche. Il a 21 ans, lui, il est au Los Angeles FC. 9 matchs, pareil, hein, titulaire à chaque fois. Hein, je crois qu'il y a 10 ou 12, enfin, presque chaque fois, je crois. Je sais pas combien il y a eu de journées de championnat, mais en tout cas, voilà, sur les 9 matchs, il a mis un but et une passe décisive. Pareil. Il est plutôt grand, mais il est capable, techniquement et avec de la puissance, de montrer pas mal de choses. C'est un joueur qui est surveillé par pas mal de clubs européens, pour être sincère, c'est ce qui m'est revenu. Alors, Julian Fernandez aussi, mais voilà, le Racing Club de Lens, via ses sections de scouting, ont surveillé ces deux prospects-là. Alors, c'est pas hyper jeune, c'est 21 ans, mais ça reste quand même des jeunes joueurs. C'est pour ça que c'était assez étonnant par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà. C'est des choses qui donnent pas mal de crédit au fait que Jean-Louis Léca soit revenu sur le devant de la scène au niveau du club. Je pense qu'il a repris du poil de la bête. Ça, pour moi, après ça, c'est pareil, ça reste mon avis. C'est peut-être un signe aussi que certains cadres vont partir l'année prochaine et que du coup, il reprend un petit peu du poil de la bête par rapport au fait que ces cadres-là l'avaient descendu et qu'il était un petit peu rétrogradé. Le fait qu'ils reviennent, c'est peut-être le fait que certains vont partir. Voilà. Bon, après, ça, c'est moi qui le dis. Hein. Je n'ai pas de retour officieux là-dessus. Mais en tout cas, voilà. C'est pas anodin que l'école commence à refaire du scouting et de la supervision de joueurs et qu'il a un travail mercato. Voilà. Pour conclure cette vidéo, par rapport à Auxerre, je l'ai dit, l'absence de Medina, je suis pas trop sûr de ce qu'on va voir en termes d'animation. On verra déjà la tronche du groupe demain. Le retour de Djoumaba, c'est possible qu'on joue à une défense à 3 avec Malangsar comme défenseur axial gauche, et puis du coup il y aurait Machado en piston gauche, donc on pourrait repartir sur un 3-4-3. Alors le problème du 3-4-3, c'est que il faut. Alors si on joue en 3-4-3, pour moi, hein, c'est un 3-4-3 avec un milieu de terrain offensif. Donc pour moi, techniquement, tu joues avec 3-4-3, ce serait plutôt un 3-5-2. Mais moi j'appelle ça un 3-4-3. Tu aurais deux milieux de terrain devant la défense qui seraient Thomasson et El Ainaoui. Un milieu de terrain offensif qui serait pour moi Andy Diouf. Et puis devant un duo Agbonifo Sotoka ou Agbonifo Saïd ou Agbonifo enfin non je dis n'importe quoi, Koyalipou Sotoka, Koyalipou Saïd ou Koyalipou Agbonifo devant, voilà. Alors, je sais pas, je vais le refaire propre parce que là je me suis emmêlé. Alors c'est pas sûr, comme j'ai pas de monteur, il n'y a pas de montage, donc c'est brut de décoffrage. Donc pour moi, on partirait sur une défense à 3 vers un 3-4-3 avec par contre un milieu de terrain offensif. Donc c'est plus un 3-5-2, mais moi j'appelle ça un 3-4-3 avec milieu de terrain offensif, c'est-à-dire que vous avez votre ligne de défense à 3, Grady, Bas, Sarr, à droite Aguilar, à gauche Machado, milieu de terrain avec un duo milieu de terrain défensif, Thomasson et El Ainaoui, et puis une ligne de 3 avec un milieu de terrain offensif seul. Derrière deux attaquants qui sera Andy Diouf et un duo Kouyalipou plus consort. Si on joue en 3-4-3 avec que deux milieux de terrain, Andy Diouf jouerait à gauche, Kouyalipou en centrale, et puis à droite Sotoka ou Agbonifo, ce qui veut dire que l'ailier gauche se jouerait entre Diouf et Zarouri. Dans l'autre compo, il n'y aurait pas Zarouri techniquement, puisque si Machado joue piston, Zarouri il n'est pas sur le terrain, il est en remplacement. À voir ce que va présenter le coach. Maintenant, tu peux jouer à 4 derrière. Hein. Tu mets Djoumaba et Malangsar, Aguilar et Machado. Par contre, ça veut dire que Grady serait pas sur le terrain. Et puis là, tu repars sur ton 4-2-3-1 avec Andy Diouf, à droite Agbonifo, à gauche Zarouri, devant Kouyalipou, et puis les deux milieux de terrain qui seraient Thomasson et Lenoir. Mais j'ai du mal à croire qu'ils sortent Jonathan Grady du 11 de départ. Donc je pense qu'on s'oriente quand même sur une défense à 3. Mais on a beaucoup de surprises avec Wistil, hein. Il est capable de changer tous les 5 minutes de compo. Donc l'absence de Medina rend les choses assez incertaines. Voilà. Je serai au stade dimanche, j'espère une victoire. J'espère vraiment qu'on va gagner. Ça rendrait un peu la fin de saison excitante. Enfin bon. Le mal a été fait avant, c'est-à-dire que les 4 matchs que tu as perdus, tu n'aurais jamais dû perdre les 4. Quoi. Mais bon, après, rien n'est perdu, donc dans le football, il faut toujours y croire. En tout cas, voilà. On verra si Satriano sera dans le groupe, on en parlera, mais
il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici à dimanche, mais le groupe déjà sera une prochaine étape samedi. On espère vraiment que les choses vont bien se faire et que Will Steele va continuer à aller dans dans ce système hybride 3-4-3 ou 4-2-3-1 parce que c'est vraiment intéressant. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous plaira. Ciao les amis, goodbye.